commencer la deuxième partie du cours consacré aux espaces productifs. Alors, on va partir de cette carte et on va analyser chacune des plages de couleurs et chacune des informations qu'elle a. Alors, dans l'espace industriel français, on a tout d'abord deux, on va dire trois, mais deux grandes régions industrielles, la vallée de la Seine, la vallée du Rhône avec la pétrochimie et la vallée du Rhin en Alsace. À côté de ça, on trouve deux grands centres industriels, la région parisienne et la région lyonnaise. On constate en violet qu'il y a une vieille région industrielle en reconversion. Alors en fait, c'était la région industrielle apparue avec la révolution industrielle au cours du XIXe siècle. Donc ici, on trouvait principalement les mines et les manufactures de France. On reviendra là-dessus aussi. Les espaces peu industrialisés, c'est ce qui correspond aux grands espaces agricoles. Ici, on retrouve bien la diagonale du vide et les espaces montagnards, c'est logique. Et enfin, on a un espace industriel récent. C'est tout ce qui correspond en fait à la façade atlantique et à la façade méditerranéenne. Ces nouveaux territoires attractifs qui s'organisent autour de métropoles qui sont dynamiques et elles aussi attractives. Alors les grandes régions industrielles, c'est là où on trouve l'industrie de pointe. Alors ce qu'on appelle l'industrie de pointe, c'est l'industrie à forte valeur ajoutée, d'accord ? C'est l'industrie qui travaille plutôt dans la haute technologie. Typiquement le secteur automobile. Le secteur automobile, c'est un secteur qui est en pointe. Pourquoi ? Parce que les voitures sont de plus en plus équipées de ce qu'on appelle des technologies embarquées, c'est-à-dire des GPS, des outils informatiques. L'électronique est partout dans les voitures. Et donc, les voitures deviennent des concentrés de technologie. Une voiture, c'est plus simplement un moteur avec un châssis et quelque chose qui vous permet d'aller d'un point A à un point B. Ça contient un GPS, vous avez les systèmes sonores, les carcasses, c'est-à-dire les portes en fait de voitures ne sont plus faites en métal. Ça fait bien longtemps que c'est plus. Enfin, sont faites en métal, mais sont plus faites en fer évidemment. On a des alliages qui font que les voitures sont de plus en plus légères, de plus en plus souples. On a des peintures qui sont des prodiges de l'industrie de la chimie. Donc une usine automobile, c'est plus une usine où on travaille à la chaîne comme il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Si on prend l'exemple de PSA, vous voyez que PSA est une industrie mondialisée et aujourd'hui tous les grands groupes industriels le sont aussi. Alors, c'est un des derniers groupes industriels automobiles qui a de nombreuses usines en France, mais on voit qu'il en a partout, Espagne, Maroc, Brésil, bref, sur tous les continents. Pourquoi ? Parce qu'en s'installant dans des pays, il espère pouvoir accéder à des marchés, le marché russe, le marché chinois, etc. Il a des usines en Europe de l'Est, et donc les voitures produites en France, toute la production industrielle française, que vous devez retenir, c'est qu'elle est en concurrence avec le reste du monde. La filière automobile, si on prend cet exemple-là, c'est une filière dont le nombre de personnes qui travaillent dedans ne cesse de baisser, d'accord ? Elle emploie de moins en moins, même si on produit à peu près autant de véhicules sur la période où vous voyez qu'on a une baisse d'effectifs. Comment ça s'explique ? C'est très simple. Je vous ai dit que les industries aujourd'hui sont très modernes et elles emploient de moins en moins de bras, mais comme c'était le cas dans les années 70, vous voyez ici, où on montait les voitures à la main, littéralement. C'est-à-dire que les usines d'assemblage, c'était les usines où, à la main, des hommes montaient les voitures sur des chaînes. Ça, c'est complètement fini. Aujourd'hui, une usine automobile ou n'importe quelle usine de toute façon, c'est une ligne de production sur laquelle vous avez des hommes qui pilotent des machines. Ce sont ces machines qui font l'essentiel du travail. Ce qui veut dire que l'industrie moderne, en fait, elle détruit de plus en plus d'emplois. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de gens qui font de la conception, du pilotage de machines. Et en fait, la robotique est de plus en plus présente, mais on a besoin de moins en moins de bras. Donc, c'est une industrie qui recrute toujours, mais qui recrute moins, et qui recrute des gens de plus en plus formés, de plus en plus qualifiés. Ça, c'est une usine qui est au Japon ou en Corée, je ne sais plus exactement, usine automobile, et c'est ça le futur, une partie de l'industrie. C'est des usines totalement automatisées, où les robots font toutes les tâches humaines, et les hommes qui sont là pour programmer, entretenir ou réparer les robots éventuellement. Mais ils n'interviennent plus du tout dans la conception du produit. Pourquoi ? Parce qu'une partie de ce qu'on fait dans l'industrie, pensez simplement à un circuit imprimé, d'accord ? Quelque chose comme ça. Ça ne peut pas être fait à échelle humaine. D'accord ? Un homme ne peut pas souder un circuit, un microprocesseur. Un microprocesseur, c'est des petits processeurs. Un homme ne peut pas souder à la main les composants d'un iPhone. C'est trop petit, c'est trop fin. Donc les machines travaillent aujourd'hui à une échelle que ne peut pas atteindre l'homme. Donc elles sont indispensables et elles vont être de plus en plus utilisées et remplacer de plus en plus de travail humain.
j'explique que sur la filière automobile, le nombre de voitures le nombre d'emplois dans cette filière, donc soit la conception, donc les ingénieurs, le travail des ingénieurs qui imaginent et qui font les plans des voitures et ceux des ouvriers qui les réalisent, eh ben, ils diminuent en continu. Donc on a un secteur dans ces grandes régions industrielles où on a de la haute technologie, mais la haute technologie génère moins d'emplois de masse, ce qu'on appelle les emplois non qualifiés, d'accord, et a besoin au contraire de personnel hyper qualifié qui maîtrise très bien les nouvelles technologies. Autre secteur d'excellence qu'on trouve dans ces grandes vallées industrielles, c'est le secteur énergétique, notamment toute la filière nucléaire qui produit une grande partie de notre électricité. Je dis bien électricité, pas de notre énergie, parce que notre énergie c'est aussi du gaz, c'est surtout du pétrole, et le nucléaire là-dedans n'intervient pas. Donc l'espace industriel français, il est structuré autour d'industries de pointe, comme je vous ai montré. C'est pas un hasard si c'est dans les vallées fluviales que ça se fait, parce qu'on a toujours concentré les grandes industries là, aussi parce qu'on avait longtemps besoin d'eau, et c'est pour ça qu'on les mettait au bord des fleuves. Petite parenthèse. On va aller regarder tout de suite les vieilles régions industrielles en reconversion, et on commence par un paysage de friche industrielle. Alors ce qu'on appelle une friche industrielle, c'est ça. Vous savez, un champ qui est en friche, c'est un champ qui est laissé à l'abandon, et où la nature revient et repousse, on ne peut plus l'exploiter. Et bien une friche industrielle, c'est simple, vous aviez une usine, ou là une usine sidérurgique, c'est-à-dire une usine qui faisait du métal ou de l'acier, elle a fermé et elle est laissée à l'abandon. Et ces paysages d'usines à l'abandon, ou de mines, de puits de mines, voire de villes ou de villages entières qui sont laissés à l'abandon, vous en avez malheureusement énormément dans le nord et dans l'est de la France, ce qui était le cœur de la révolution industrielle française, c'est-à-dire du monde de la mine et de l'usine où on travaillait principalement le fer ou le textile. Alors j'ai parlé de sidérurgie. La sidérurgie, n'imaginez plus qu'aujourd'hui, ce soit un truc de l'ancien monde. Le fer, l'acier, on n'en a jamais autant fondu. On en a besoin pour tout et partout, mais ce sont des usines extrêmement, extrêmement technologisées, d'accord, qui encore une fois font appel, c'est non pas qu'elles font appel à de moins en moins d'ouvriers, mais elles sont sur des filières très particulières. Et en France, c'est un choix qu'on a fait dans les années 80. On a laissé tomber notre filière sidérurgique, on a fermé les mines de fer, de charbon, il y avait de bonnes raisons aussi pour ça, et petit à petit, c'est toute la filière de la sidérurgie, c'est-à-dire tout ce qui faisait, ce qui était en métal, mais en différents métaux, fer et acier, qui s'est mis à fermer en France, et les principaux pays qui font de la sidérurgie, vous les trouvez en Europe de l'Est, en Allemagne, en Pologne, ou alors, à l'international, on fait venir des pièces de métal qui ont été usinées, qui ont été conçues en Inde, par exemple, qui est un géant industriel. Donc ça, c'est typiquement un paysage du Nord, avec ces anciennes mines. Ça, c'était des entrées de mines. Et aujourd'hui, ce sont des friches, c'est-à-dire c'est laissé à l'abandon. Autre secteur industriel qui a disparu, en plus de la métallurgie et de la sidérurgie, c'est l'industrie du textile. Alors c'est simple, si une partie de nos marques, comme La Redoute, Damar, etc., sont des marques qui viennent de Lille, de Roubaix, bref, du nord de la France, c'est parce que c'est là-bas qu'on trouvait les grandes usines textiles françaises, ce qui travaillait le lin et tous les textiles qu'on utilisait et qui faisaient les vêtements. Ça a fermé, pourquoi? Parce qu'elles ont été délocalisées, c'est-à-dire qu'elles ont été fermées en France pour être réouvertes en Tunisie, en Turquie, au Bangladesh, bref, dans des pays où ça coûtait beaucoup moins cher. Comme ça, on a pu faire venir des t-shirts, des pulls, des jeans, des pantalons, tout ce que vous voulez, qui coûtaient 2 à 3 fois moins cher. Et le français s'est dit, super, ça me coûte moins cher. Donc il n'avait pas de raison d'acheter, entre guillemets, pour un produit équivalent des produits français. Résultat, tout ce qui n'était pas fermé en France a fait faillite parce qu'ils vendaient plus, ils n'étaient pas assez concurrentiels par rapport à la production étrangère, et ça a produit du chômage. Vous voyez le nombre à partir de 1990 à 2015, le nombre d'employés, donc on avait 430 000 personnes qui travaillaient dans l'industrie textile en 1990, aujourd'hui il en reste à peine 100 000. Et pendant ce temps-là, vous voyez, les importations, elles ont été quasiment multipliées par 4. C'est très simple, on a 4 fois moins de gens qui travaillent dans le textile, on apporte 4 fois plus, parce qu'on continue à avoir besoin de vêtements, simplement on les fait venir d'ailleurs, de pays où ça coûte beaucoup moins cher. Donc, on a créé du chômage, les usines elles ont été s'installer ailleurs, et avec la mondialisation, les emplois qu'on a détruits ici, les usines qui sont parties ailleurs, ça a fait, elles ont produit des biens textiles, des vêtements, qui nous sont revenus. Simplement, on a des chômeurs, mais on a effectivement des produits textiles pas chers,
Bon, aussi parce que le marché n'était pas concurrentiel, hein. C'est-à-dire que la production française était beaucoup plus chère. Vous comparerez cette carte avec celle comment dire, des régions désindustrialisées. Voilà. Les grandes zones de chômage, c'était ce qu'étaient les bassins industriels autrefois. Aujourd'hui, ce sont des zones où il y a énormément de chômeurs. C'est-à-dire que ce graphique-là vous explique pourquoi, ici, on a du chômage. Ce phénomène de destruction des emplois industriels, c'est-à-dire de fermeture des usines en France, pour des produits qui étaient des produits assez basiques, hein, c'est-à-dire effectivement du textile, pas forcément du haut de gamme, hein, du textile ou de la sidérurgie. Vous le voyez ici. En 1974, on avait plus de 5 500 000 personnes qui étaient ouvriers en France, qui travaillaient dans l'industrie. Aujourd'hui, il y en a moins de 2 500 000. Donc on est arrivé à 2 500 000 en moins. Donc on est arrivé à peu près à un peu moins de 3 millions d'ouvriers. C'est énorme, c'est ce qu'on appelle la désindustrialisation. C'est-à-dire que nos usines ferment et elles vont s'installer ailleurs. 1989, vous voyez les parts, là, on est là où c'est foncé, c'est le pourcentage de la population qui travaille dans le secteur industriel. Comme vous voyez, en toute la France, on avait des zones, on avait un tiers des gens, vous voyez la vallée de la Seine, d'accord, la vallée du Rhône, l'Alsace, le nord de la France, la Lorraine, c'était des régions où il y avait de l'industrie, même une partie de l'ouest de la France. Bon, vous regardez, aujourd'hui, c'est tout à fermé, puisque c'est dans ces régions-là, il y a beaucoup moins de gens qui travaillent dans les usines. Conséquence, récemment, quand on s'est dit, tiens, on a besoin de masques, on ne pouvait plus en produire. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait plus en produire? Parce que la dernière usine de masques a fermé il y a 2 ans en France. D'accord? Le calcul était simple, ça coûte trop cher de faire des masques en France, et si on en veut, on n'aura qu'à les faire venir d'Inde ou de Chine. Ils arriveront très rapidement, par porte-conteneur ou par avion. Donc ça n'a aucun sens, évidemment, de faire du gel hydroalcoolique ou des masques en France, puisqu'on n'aura jamais une demande énorme, et qu'à l'étranger, c'est fait pour pas cher, et dans de telles quantités qu'il y en aura pour tout le monde. Bon, l'actualité la plus récente vous a montré ce qu'il en était de ce raisonnement. Une des causes des délocalisations, c'est-à-dire qu'on ferme des usines en France pour les ouvrir, notamment à l'est de l'Europe, c'est que les salaires sont beaucoup moins élevés là-bas. Vous voyez, en France, le salaire minimum brut, il va de 1300, on va dire, à 2000 euros selon les pays. On a les zones, d'accord, à peu près, il est dans ces zones-là. Plus vous allez à l'est de l'Europe, plus il baisse. Et en Roumanie, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que le salaire moyen, c'est 500 euros, ou 400 euros. Donc c'est 2 à 3 fois le salaire français. Donc la même usine installée là, en main-d'œuvre, elle vous coûte beaucoup moins cher. C'est pour ça que les usines ferment ici et vont s'installer, puisqu'avec l'Union européenne, vous pouvez ensuite ramener des produits et les vendre en France, peu importe l'endroit où ils ont été produits. On ne peut pas mettre des impôts, c'est-à-dire des taxes, des douanes, des droits de douane dessus. Ce phénomène de délocalisation, c'est-à-dire de transfert des usines vers les zones à bas coût, il se fait au sein de l'Union européenne, je vous ai dit, vers l'Est, mais aussi vers l'Asie. Alors la Chine est l'atelier du monde, mais pas que la Chine, hein, bien évidemment. Vous avez aussi tous les pays d'Asie du Sud-Est là, vous avez l'Inde, etc. Aux États-Unis, c'est vers le Mexique que ça s'est fait le plus, parce que c'est juste à côté, il n'y a qu'à traverser la frontière, et le coût de la main-d'œuvre était 2 à 3 fois inférieur. Donc vous voyez qu'au niveau international, on a un grand déménagement d'usines qui s'est fait au bénéfice de l'Asie ou de pays anciennement dits du Sud, où en tout cas la main-d'œuvre est peu chère. Et effectivement, les productions se font là-bas. Alors l'idée était la suivante, nous on fera des trucs intelligents et de haute valeur ajoutée, puis eux ils feront le gros qui demande qu'on réfléchisse pas trop. Bon, c'est un raisonnement complètement idiot, mais c'est ce qu'on a fait pendant une trentaine d'années. Et à tel point qu'aujourd'hui on aimerait bien ramener des usines, mais qu'on n'a plus simplement forcément le savoir-faire. C'est-à-dire qu'une fois que vous fermez des usines, vous détruisez des emplois et des compétences, et au bout d'un moment, une usine et une filière industrielle, textile, sidérurgique, que sais-je, ça ne peut pas se recréer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut plein de compétences, et des fois, vous avez simplement plus le savoir-faire. Alors, j'ai dit que les zones industrielles étaient le long des fleuves, parce que les fleuves, ça débouche évidemment sur la mer, et là, vous avez les grands ports, ce qu'on appelle les zones industrialo-portuaires. D'accord ? Alors, souvent en France, on en a en Méditerranée autour de Marseille, mais vous en avez à Saint-Nazaire, au Havre bien évidemment, plus dans le nord de l'Europe. Alors qu'est-ce qui arrive dans ces grandes zones industrielles? Principalement les matières premières, notamment énergétiques. Ça va être le gaz et surtout le pétrole.
Le pétrole, ensuite, il est raffiné, c'est-à-dire il est transformé en essence ou en diesel ou en fuel dans une raffinerie et il est envoyé dans tout le pays. De plus, là, vous avez des grues et vous pouvez stocker des conteneurs, les fameux conteneurs qui ensuite sont envoyés dans tout le pays parce qu'ils permettent de transporter, vous savez, les conteneurs sont ces grandes boîtes métalliques standardisées, c'est toutes les mêmes, qui permettent de transporter des objets de n'importe quel point du monde sur des porte-conteneurs, donc des gros bateaux qui peuvent en avoir, comme celui-là, des dizaines de milliers à la fois. Donc, ces zones industrielles-portuaires, elles jouent un rôle dans nos espaces industriels. C'est là où on trouve encore des usines et des espaces portuaires industriels. Alors, une fois qu'on a vu les grandes régions industrielles, donc les grandes vallées, on a vu les vieilles régions en reconversion avec leurs friches, leur chômage, leurs usines qui ont fermé pour être délocalisées. On va quand même voir la note positive, c'est-à-dire les espaces industriels qui sont récents, ceux qui sont dynamiques. Alors, ils ne sont pas évidemment structurés autour de l'industrie textile ou de la sidérurgie, bien évidemment. Ni même les hautes technologies, comme on a vu, que ce soit l'énergie ou l'automobile. Non, eux, c'est l'informatique ou l'aéronautique. Ça, c'est un secteur très porteur. Pourquoi c'est porteur? Parce que un avion comme Airbus qui est assemblé à Toulouse, d'accord, il a peu de concurrents. Il a principalement Boeing, qui est son concurrent américain. Donc vous avez là un secteur de très haute technologie où vous pouvez vous faire une place. Vous voyez, une usine d'assemblage d'un Boeing, c'est quelque chose qui fait appel à des compétences très variées, à un nombre de technologies absolument incroyables, puisque les avions sont eux aussi des prodiges de technologie et que ça se développe de plus en plus. Simplement, le Boeing, il n'est pas intégralement fait en France. Comme vous le voyez, c'est un projet européen. Je dis européen entre États, c'est pas lié à l'Union européenne. Comme vous voyez ici au Royaume-Uni, on produit un certain nombre de pièces pour le Boeing. Tout ça ensuite est ramené en France où c'est assemblé, d'accord, l'assemblage final. L'avion, il est fait à Toulouse, mais il est produit, les pièces viennent d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne, d'accord, et même du Danemark, c'est pas indiqué là, mais elles sont faites au Danemark, à Saint-Nazaire, Nantes, etc. Ça arrive à Toulouse, c'est assemblé. Bon, c'est un projet entre les États européens, c'est-à-dire qu'avec le Brexit, ça ne va pas s'arrêter, je vous rassure. Vous voyez ici le détail de ce qui est fait. Et en fait, ces avions-là, regardez, ils sont vendus, si on prend les A380, ils sont vendus aux Émirats Arabes Unis, donc au Moyen-Orient, Singapore Airlines, donc en Asie, aux Allemands de la Lufthansa, British Airlines, aux Européens, bref. Ces avions qui sont quand même là de la technologie nouvelle et de la technologie de pointe, ils ont un marché international et ils sont générateurs d'emplois. Une ville comme Toulouse connaît un fort dynamisme et doit sa prospérité économique principalement à l'usine Airbus et aux milliers d'emplois qu'elle y a créés. Alors il y a autre chose pour générer de l'emploi et de la valeur ajoutée, c'est-à-dire quelque chose qui rapporte, d'accord, qui se vend bien. Ce sont les nouvelles technologies. C'est pour ça qu'en France, on développe des technopoles. Alors, polis en grec, vous savez, c'est la cité, la ville. Donc, technopole, c'est une ville technologique. Alors, un pôle, je vous ai expliqué, un pôle urbain, c'est un endroit qui concentre quelque chose. Un technopole, c'est là où on essaye de concentrer des activités de haute technologie. Alors, on en a créé énormément. Alors, à vocation nationale ou à vocation mondiale. Ce que c'est qu'un technopole, c'est très simple. C'est une université, des laboratoires et des entreprises qu'on essaye de faire fonctionner ensemble autour de certains thèmes pour développer les technologies ou les produits à forte valeur ajoutée de demain. Alors vous voyez ici à Brest, vous avez un technopôle autour des produits de la mer, effectivement. À la fois les technologies maritimes, mais aussi sans doute les produits alimentaires issus de la mer. L'idée étant de trouver les nouvelles inventions qui vont permettre aux entreprises françaises de gagner des parts de marché au niveau mondial. D'accord? Et de s'imposer de trouver un produit qui se vend très bien. Si vous regardez la vallée autour de Lyon, on fait de la virologie, nous on recherche sur les virus, sur les plastiques, on fait de la chimie, on travaille les textiles, les nouvelles matières évidemment. Les textiles aujourd'hui, c'est fini juste le lin ou le coton. Il y a tout un tas de matières qui sont inventées par des industries chimiques de très très haut niveau. D'accord? On fait aussi du nucléaire, de l'agroalimentaire, des énergies renouvelables, du bois. Bon, je vous laisserai regarder un petit peu tout ce qui peut se faire en termes de nouvelles technologies. Alors l'idée est la suivante. On rêve de recréer une Silicon Valley à la française. Alors qu'est-ce que c'est que la Silicon Valley? Vous en avez sans doute déjà entendu parler. C'est cet endroit au sud de San Francisco, la vallée de San José. Alors excusez mon accent espagnol.
c'est au sud de San Francisco, vous avez une vallée où se sont installées à partir des années 70-80 toutes les petites entreprises à l'époque de nouvelles technologies, notamment de l'informatique, qui sont devenues les géants d'aujourd'hui, c'est-à-dire Google, Apple, HP, Intel, Cisco, Adobe, Facebook, eBay, AMD, etc., etc. Bref, les piliers de l'informatique aujourd'hui, sachant que l'informatique, c'est le secteur qui génère le plus d'argent dans le monde. Et toutes ces entreprises, elles se sont installées dans un même endroit, elles y ont créé, elles ont financé des universités, des laboratoires de recherche, elles sont mises à travailler plus ou moins ensemble, et on a réalisé que la Silicon Valley, c'était devenu la pépinière du futur, si vous voulez. Donc les autorités françaises rêvent de faire une Silicon Valley à la française. C'est pour ça qu'on a développé le label French Tech, la technologie française. Et on a principalement quatre secteurs sur lesquels on insiste en disant c'est les secteurs qui demain vont permettre de générer énormément d'argent. Donc vous avez les énergies renouvelables et les énergies du futur. Ça va de la voiture électrique aux panneaux solaires, aux éoliennes. Tout le biomédical. Ça va des nanotechnologies qu'on implante au virus, à l'étude des virus, le fait de trouver un nouveau vaccin et tout ce qui concerne en fait le médical, mais aussi si vous voulez, le paramédical, c'est-à-dire les compléments alimentaires, les maquillages, etc., etc. Tout ce qui est la chimie qui est lié au corps, là, il y a des bénéfices gigantesques qui sont faits. Tout ce qui concerne les technologies, les applications, les logiciels, et puis aussi ce qu'on appelle le hardware, c'est-à-dire le matériel, les écrans, travailler sur le son, d'accord, tout ce qui va être matériel informatique. Donc là-dessus, on a plus de 10 000 startups en France. Alors startup, c'est vraiment, ça veut dire, c'est qui décolle. On appelait comme ça les entreprises de nouvelles technologies qui, à la fin des années 90, en quelques années, ont connu un énorme développement et partant de 10 ou 15 salariés sont arrivés à plusieurs centaines ou plusieurs milliers très rapidement parce qu'elles avaient inventé des produits qui sont diffusés dans le monde entier. Vous pouvez penser à Instagram, à Facebook ou des choses comme ça. Ce sont des entreprises qui, à la base, sont créées par une ou deux personnes et qui, en quelques années, deviennent des géants qui rapportent des milliards. Alors, une technopole, c'est très simple. À côté d'un pôle urbain, là, je vous renvoie au chapitre sur les aires urbaines, donc, côté d'une ville, centre et de sa banlieue, on crée un espace qu'on appelle un parc scientifique et technologique, d'accord, dans lequel on va mettre des universités. Donc, université, on va faire des maths, de la physique, de la bio, de l'informatique, que sais-je, de la chimie, de la recherche. On fait des laboratoires qui, eux, vont chercher des nouvelles technologies et des entreprises qui vont utiliser ces nouvelles technologies et recruter des gens formés dans ces universités pour essayer de sortir un produit qui va se vendre et qui permettra à ces entreprises de connaître la prospérité. Ces technopoles, on les trouve évidemment dans les agglomérations industrielles importantes et dans toutes les grandes aires urbaines. C'est là où on les a installés principalement, en espérant que on va avoir des villes qui vont générer des nouvelles technologies, les emplois qui vont avec, et que ça entraînera par un effet de levier, que ça entraînera de la prospérité pour toutes les aires urbaines, pour la population de l'aire urbaine autour. Souvenez-vous, plus de 82% des Français vivent dans une aire urbaine. Voilà. Le schéma du cours, n'oubliez pas de noter ici le grand 2, un espace industriel. Donc les espaces productifs industriels ont subi les effets de la mondialisation. La concurrence, depuis les années 70, les entreprises françaises sont en concurrence avec les entreprises du monde entier. Donc certaines ont délocalisé, c'est-à-dire elles ont été transférées à l'étranger où le coût du travail est plus faible. Conséquence, le territoire français s'est désindustrialisé. Toutes les anciennes industries ont disparu. Ça a créé des zones de chômage. Une partie de ces usines ont été laissées à l'abandon, c'est les friches industrielles. On verra plus tard ce qu'il en devient et on rajoutera un tout petit truc ici. Ces entreprises, celles qui n'ont pas été délocalisées, ont dû s'adapter. Et pour s'adapter, on a misé sur le secteur de la haute technologie, qui est à forte valeur ajoutée. Donc, l'État a mis en place des pôles de compétitivité, ce qu'on appelle des technopoles, d'accord ? Donc des zones d'activité qui rassemblent des entreprises de fabrication de services dans le secteur des hautes technologies, ce que je vous expliquais. On les met à côté des grandes villes, et l'idée c'est de développer des Silicon Valley à la française. Voilà, j'espère avoir été clair, je vous laisse noter la trace écrite et je vous remercie.